Considera finito il mio esperimento comunista. Pour un homme de peu de foi, l'art de se débrouiller est une seconde nature. Jeudi à 21h10 sur Viastel. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Rendez-vous, votre magazine culture et société. Si je vous dis la soucoupe volante et le perroquet, vous me dites l'émission Striptease. Évidemment, ce soir, retour sur cette épopée télévisuelle avec Marco Lamanche, co-créateur de l'émission qui vous déshabille. Dans un livre éponyme, Marco reviendra sur les intentions et les méthodes de réalisation. Politiquement incorrect à la télé, où est la limite? Que reste-t-il de l'impertinence? On en parlera avec Jérôme Paoli. Enfin, comment la télé a-t-elle évolué du documentaire à la télé-réalité? Un grand écart intellectuel réalisé par Marie-Jo Harry-Guilandine. Marco Lamanche, bonsoir, soyez le bienvenu sur le plateau du Rendez-vous. C'est un immense honneur de vous accueillir sur notre plateau. C'est un immense honneur d'être ici. Oh, partager, c'est bien, c'est mieux. Alors, à l'occasion de la sortie du livre Striptease, Striptease, ce générique, incroyable. Il était beau. Hein. Cette scie. Ah bah oui, forcément. L'émission culte qui vous déshabille. Alors, le livre sort au courant octobre. Dans ce livre qui est préfacé par Philippe Geluck, un Belge, comme vous. Mais oui, mais il a fait un peu le même trajet que moi. Il a commencé en Belgique comme moi, puis il a continué en France. Et puis il était à cheval sur les deux. Donc, comme en plus je le connais, je lui ai demandé. Et il a dit oui. Et il a dit oui. Et il a fait ça bien. Ben, il a fait ça un peu trop bien, parce que je lui ai demandé, est-ce que tu n'exagères pas un petit peu dans tous tes compliments? Il m'a dit, écoute, j'ai tout relu, je ne retire pas un mot. Mais il m'a dit, si tu veux, je peux dire aussi que c'est une émission de merde et que vous êtes tous des sales cons. Je lui ai dit, non, gardons ça tel que c'est. La première version. Oui. Alors, dans le livre, vous allez revenir sur le mécanisme vraiment de l'émission qui est mise à nu, si je puis dire. Vous revenez sur les méthodes, sur les conditions, sur les intentions de 800 films qui ont été tournés pendant près de 30 ans. 850, oui, exactement. Mais enfin, c'est des films d'un quart d'heure, et puis c'est pas tous des chefs-d'œuvre. Enfin, comme mon collègue Jean Libon, qui a créé Striptease avec moi, et moi, on avait l'habitude de le dire. Sur 850 films, il y a peut-être un tiers qu'on n'aurait jamais dû faire, un tiers qu'on aurait pu faire mieux. Mais il en reste quand même un bon 250 qui sont formidables. Grandiose. Grandiose. Bah oui, nous aussi. Alors, un ovni télévisuel né dans les années 80 avec votre binôme, vous en parlez, Jean Libon. Vous avez l'idée de filmer des gens qui sont ordinaires, mais qui deviendront malgré eux extraordinaires. C'était pas du voyeurisme, c'était pas non plus du cinéma, c'était pas de la fiction, c'était vraiment un témoignage qui était quasi sociologique. Mais c'était surtout le produit d'une frustration. Jean Libon et moi, on a fait pendant de longues années du grand reportage. On s'est retrouvés en Irlande du Nord au moment où ça pétait, en Israël, aux Philippines, enfin aux quatre coins du monde. Et on avait une frustration, c'était de faire souvent de la radio filmée. C'est-à-dire que on faisait des interviews, parce qu'il faut aller vite et que souvent en télé on est obligé d'aller vite et de faire des interviews. Et puis on met du commentaire avec tout ce qu'on sait sur des images qu'on a tournées à côté. Et on s'est dit, en fin de compte, qui rend le mieux compte de la réalité? Est-ce que c'est la télé ou c'est peut-être le cinéma de fiction? Et dans la télé, on a trois objets qui sont une caméra, un enregistreur et surtout une table de montage. Et on était frustrés de les employer si mal. Et cette frustration était partagée par un certain nombre de gens. Donc on a rassemblé il y avait nous, Jean était au départ caméraman, moi j'étais journaliste et réalisateur. On a rassemblé des réalisateurs, mais aussi des preneurs de son, des caméramans, des monteurs, des scripts.
Et pendant un an, on s'est rassemblés en buvant des coups et en mettant sur papier les critiques qu'on avait à faire à ce qui se passait avant, qui était un peu l'équivalent d'envoyé spécial à son meilleur ou de ce type d'émission. Et cette frustration, on s'est dit, essayons de faire quelque chose qui se rapproche, qui emploie la force du cinéma et pas uniquement celle du journalisme. Donc du film sans commentaire, personne ne restait indifférent, quelle que soit la classe sociale qui regardait. Non, je crois, mais on a parfois dit... Parfois, on a dit, par exemple, que Striptease ridiculisait les gens. Et je crois qu'il y a eu un malentendu. Je crois que les gens étaient intéressés par les films de striptease parce que les jeunes découvraient les vieux, les gens de la campagne découvraient les gens de la ville, les riches découvraient les pauvres et vice-versa. Et chacun a toujours tendance à se moquer de l'autre. Donc, quand on n'est pas dans tel clan, on a tendance... Et je crois que c'est ça qui a fait l'intérêt aussi. C'est que dans une seule émission, on voyait des riches, des pauvres, des gens qu'on n'avait jamais vus. Marco, je vous propose de regarder un petit extrait. Alors, ça agace, ça énerve, ça émeut, ça attendrit. Mais ça a vengé tous les gens qui ont découvert l'ordinateur et qui se sont cassés la tête. Mais c'est vrai, c'est une photographie de la société. On rit. Alors, on se moque pas, quand même? Un peu. Mais ça, c'est chacun qui se moque. Je veux dire que si quelqu'un se moque, c'est son rapport entre lui et ce qu'il voit. Il y a des gens que ça fait rire, des gens que ça fait pas rire. Alors, c'est celui qui regarde qui se moque. En revanche, c'était pas l'intention de réalisation. Ça vous a même valu des disputes. Mais il y a eu à peu près 130 réalisateurs différents à Striptease. Chacun, alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui étaient plus ironiques que d'autres plus empathiques, d'autres plus tendres. Donc chacun, comme dans le cinéma, quoi, les gens, chacun avait son regard. Mais je crois qu'il n'y a jamais eu de volonté systématique de se moquer des gens. Alors parfois ça a été un peu ironique, parfois... Ce qu'il y a aussi, c'est que dans le documentaire qui souvent était si sérieux, on a trouvé que l'arme de l'humour n'était pas nécessairement à dédaigner. Donc, Dans les 800 films qui ont été réalisés, il y en a un qui a vraiment fait prendre un tournant à l'émission. Personne n'a oublié l'épisode de la soucoupe volante. Je vous propose qu'on regarde un extrait, on en parle après. Oui, forcément. Pourquoi ce numéro, il a tout changé? Mais je ne sais pas s'il a tout changé. Beaucoup de choses. D'abord, il est très drôle. C'est vrai que des gens qui construisent une soucoupe volante avec un moteur en papier mâché et en cuivre, tout ça en plein milieu des Charentes. Oui, enfin, ils vendent des poireaux sauvages. Mais c'est d'abord quelque chose de très poétique. C'est un rapport entre une mère et son fils. Alors, c'est très drôle, c'est fou, mais je crois que c'est tendre aussi. Mais alors, pourquoi ne pas faire sur 850 films? On a fait quelques films sur des fous, entre guillemets. Mais à mon avis, il y a moins de fous dans Striptease que dans la société telle qu'on la pratique tous les jours, vous et moi. On a plutôt été dans la banalité. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand il y a des personnages comme ça, on les retient. On les retient. Et c'est eu un effet pervers, c'est-à-dire que les gens, après avoir vu ça, sont venus nous proposer uniquement comme je le raconte dans le bouquin, un type qui peint. Je voudrais filmer un type qui peint, mais à 20 mètres sous la mer, et qui expose à 30 mètres sous la mer. Alors, non. Je dis, c'est fou, c'est pas assez fou. Et la soucoupe volante, la soucoupe volante, c'est un peu une exception. Mais... Allez, pour le plaisir, on va regarder juste la fin du témoignage. C'est quelque chose quand même. La Terre est un triangle, contrairement à ce qu'on croit. Attention, il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit. C'est écologique, en plus. Et oui. Marco, vous avez déclaré « Décaper, ce n'est pas polir. Informer, ce n'est pas couvrir. Striptease, pardon, c'est pas du cul, c'est pire. » Oui, mais enfin, on a fait des petits poèmes. Mais d'abord, parce on avait trouvé ce titre Striptease. On voulait pas avoir un titre genre Zoom, envoyé spécial, enfin tous les titres habituels de l'information.
Et pour finir, à force de nous faire refuser des titres farfelus par la direction, on a proposé Striptease. Et ça a été retenu. Et non, pas du tout. Ils nous ont dit, avec l'hypocrisie habituelle des chefs, ils nous ont dit mais pourquoi un titre en anglais? Alors on a dit mais d'accord, à poil. Alors ils ont dit non, on préfère Striptease. Et ce n'est qu'après qu'on a trouvé une justification au titre en disant l'émission qui vous déshabille. Et donc on a brodé autour. Donc on a dit Striptease, c'est pas du cul, c'est pire. Voilà, ça c'est fait. Marco, est-ce que ça existe encore l'impertinence à la télé? Ah, bonne question. Je ne la regarde pas énormément, mais... Je vous propose d'en parler avec Jérôme Paille. Vous savez, le rendez-vous, c'est aussi des rencontres. Il nous attend de l'autre côté du plateau. On y va. Mon cher Jérôme, bonsoir. Vous nous attendiez sagement. J'écoutais. Ça vous a fait rire beaucoup. Aussi. Hein. Alors, on va faire les présentations. Marco, Jérôme, il est une sorte de touche-à-tout médiatique. Il est journaliste. Il a fait ses classes à Canal+, aux côtés de Michel Field et Carl Zero. Il est producteur télé, organisateur du Festival du film politique, à la tête d'un organisme de sondage, d'un site de rencontre. Bref, en gros, vous maîtrisez à la perfection la communication globale, ce qui me permet légitimement de vous demander quel est le degré d'impertinence qui est admissible à la télévision. Que peut-on dire et ne pas dire? Alors, c'est une question assez compliquée parce que qu'est-ce qui est admissible Sachant qu'il a fait le pire, hein, Marco. Donc oui, mais bon. Potentiellement, non, regarde, si on enlève tout ce qui est hors la loi, on a la possibilité de dire ce qu'on veut à la télévision. Moi, je crois qu'aujourd'hui, une des problématiques les plus compliquées, c'est qu'il y a beaucoup d'autocensure plus que de censure. Et que si j'ai envie de critiquer, de faire une critique même sur ce plateau de télévision, personne ne m'en empêche, personne va m'empêcher de le faire et je ne vais pas finir en prison. Après, il y a beaucoup d'autocensure et les émissions qu'on a, vous parlez de Striptease, mais les émissions de Polak, toutes ces émissions qui nous faisaient vibrer parce que justement les gens disaient des choses à la télévision. Alors Polak, il y a eu à un moment donné un petit coup de pression parce qu'il avait mis un casque à propos quand il y avait le rachat de Bouygues. Moqué, oui. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est plus en train de s'auto-censurer que de vivre une censure. Oui, mais vous parlez de Polak, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Polak, c'est quand même une époque où on osait encore faire des émissions en direct. Maintenant, vous prenez les grands talk-shows, c'est pas du direct. Enfin, il y a peu de choses qui sont encore en direct. C'est-à-dire que, de manière générale, les gens qui dirigent les télés ne prennent plus trop de risques de ce côté-là. Oui, mais je veux dire, la société s'est lissée. Donc mécaniquement, la télévision se lisse, puisque la télé, non, absolument. La télé n'est qu'un reflet de ce qu'est la société. C'est un prisme amplificateur. Mais à partir du moment où on a une société qui se normalise, où on vous formate de plus en plus, mécaniquement, la télé, ce que vous allez avoir en termes de programmation à la télévision, va suivre le trend qui correspond à ce que devient la société. Est-ce que l'impertinence a disparu à la télévision? Je ne sais pas si l'impertinence... Je crois qu'il y a une chose qui a quand même beaucoup changé, c'est que les choses qui pouvaient se passer sur le plateau de Polak, par exemple, ou même ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est-à-dire que maintenant, le moindre petit truc prend une ampleur et qui dépasse totalement la raison. Il y a des... Chaque fois, la moindre petite chose, le moindre petit écart de langage est amplifié, repris par des groupes de pression dans un sens ou dans l'autre. Et je crois que ça rend les choses infiniment plus compliquées. Mais est-ce que le spectateur aussi, le public, c'est pas acclimaté à la surenchère d'images trash? Il y a une sorte de paradoxe. Absolument, oui. Il y a une demande d'images trash. Et puis dès que vous sortez un tout petit peu des clous, mais très peu, il y a tout de suite un amplificateur. Mais parce qu'on rentre dans une société d'ordre moral à tous les niveaux. Mais on est bien donc d'accord. Dès que vous sortez quelque chose, il y a une association, un machin, quelqu'un qui va dire oh scandale, oh, c'est honteux. Mais j'allais dire on s'en fout un peu, quoi. Si on voulait vraiment dire les choses. Vous savez, l'impertinence, moi, je la retrouve aujourd'hui, je la retrouve chez les humoristes. Mais oui, des gens comme Gaspard Proust, par exemple, disent des choses énormes.
Ça a toujours été je crois que ça a toujours été le cas. On avait des proches, mais aujourd'hui, ça perdure au niveau des humoristes. Et donc, elle n'est pas interdite, l'impertinence. Elle existe toujours. Elle existe toujours. Mais il y a aussi des choses qui sont laissées. Il y a une partie des choses que Desproges a dites qui seraient maintenant vilipendées de manière épouvantable. Parce qu'aussi, on prend tout au premier degré aussi. On a tendance à tout prendre au premier degré. Quand Desproges commence un sketch en disant on m'a dit qu'il y avait des juifs dans la salle, c'est quelque chose qui serait repris d'un côté ou de l'autre mal et de manière épouvantable. Mais vous savez, Gaspard Proust dit des trucs tout aussi terribles. Aujourd'hui. Et il y a même une humoriste, je sais plus son nom en tête, qui justement reprend cet exemple de Desproges en disant on dit qu'on pourrait plus le dire. Et puis elle dit un truc énorme. Et elle dit voilà, je l'ai dit. Oui, donc, oui. Vous voyez. Donc on vous l'a pas interdit. Est-ce que ça passe tellement à la télé, en radio? Moi, je l'ai vu à la télé, cette séquence-là. Mais au-delà de l'impertinence, moi je pense qu'aujourd'hui il y a un problème plus de fond au niveau journalistique, c'est qu'il n'y a plus d'esprit critique. Et c'est ça la difficulté. Quand on a des chaînes d'information qui n'ont pas de quoi alimenter... Oui et non, parce que je trouve, par exemple, et dans le bouquin, je défends beaucoup l'idée de service public, je trouve que l'investigation a fait un pas en avant dans le service public et en télévision. Je trouve qu'on fait maintenant des choses, des enquêtes... qu'il y a 10 ans, on ne voyait pas. On ose se heurter à tous les gros groupes, que ce soit de l'alimentaire ou des choses comme ça. Et c'est des choses qu'on ne faisait pas il y a... Mais paradoxalement... Alors, c'est s'empêcher d'être impertinent? Je crois que c'est s'empêcher d'être critique. Beaucoup. Parce que vous parlez des enquêtes, oui, il y a des émissions d'enquête. Alors il faut se méfier parce qu'il y a ce que j'appelle les oraux de l'information. Ça me fait très très peur, les oraux de l'information. Ceux qui sont là pour dire nous, on est la presse, on défend la presse, vous avez un devoir de nous répondre. C'est des limites qui sont compliquées. Mais regardez les interviews politiques, c'est du passage de plat. De manière générale, oui, voilà. Souvent. Il n'y a plus. Souvent. Oui. On est loin de l'heure de vérité ou d'émissions. C'est-à-dire que quand on est méchant, c'est en général en tapant sur des ambulances, des gens qui ne risquent pas d'être au pouvoir. Voilà. Mais on est toutes ces émissions, on invite un homme politique, des journalistes de plusieurs médias. C'est quand même on est rentré dans une ère de communication plus que dans une ère de. Donc l'ère de l'info a laissé place à l'ère de la com. Pour moi, c'est évident. On est dans une ère de communication. Bon, heureusement qu'il reste l'humour belge. Pour nous sauver. Allez, avant de poursuivre, moi je vous propose de faire une petite parenthèse impertinente. On va regarder la bande-annonce du Festival du film politique, juste pour le plaisir. Politique. Acteur. Politique. Oh là, acteur. Acteur. Politique. Politique. Non, acteur. Acteur. Mauvais acteur. Lui, hors concours. 74% des Français estiment que les hommes politiques sont des acteurs. Si les politiques font du cinéma, l'inverse est également vrai. Les acteurs font aussi de la politique, dans des films politiques. C'est pour cette raison que nous avons créé le Festival du film politique, avec pour cette 2e édition, 6 films en avant-première et 6 documentaires, soit 12 bonnes raisons de nous rejoindre à Porto Vecchio du 25 au 28 octobre. Soyez nombreux. Merci. Le rendez-vous est pris. Allez, pour finir, comment la télé a-t-elle évolué mal ? Peut-être, du documentaire à la télé-réalité, c'est vous qui avez la réponse et le résumé, Marie-Jo. Bonsoir, bienvenue. Oui, enfin, je ne sais pas si j'ai la réponse, mais on peut se poser des questions en tout cas. C'est vrai qu'avant, quand même, les documentaires s'intéressaient en général à des personnes connues, à des faits historiques, à des faits de société qui pouvaient intéresser tout le monde. Puis dans les années 80, l'inconnu est devenu un sujet à part entière. On a commencé à inviter des inconnus sur des plateaux télé pour parler de leur psychologie, de leurs problèmes de couple, de leur famille disparue ou pas. Enfin, vous voyez, tout ce genre d'histoires qui a bien fonctionné et qui ont fait que petit à petit, l'inconnu est devenu aussi le sujet des téléréalités. Un concept dans lequel d'ailleurs la réalité n'est pas toujours si réelle que ça, parfois très relative.
Mais puisque l'inconnu intéresse tout le monde, et surtout s'il se livre un peu sans filtre, on a commencé à concevoir aussi des documentaires sur les inconnus. Et il y a eu toute une série Enfin, on a pris le pari, en tout cas, de faire des séries de documentaires sur ces personnes qui sont des inconnus. Alors, c'est un petit peu ce que vous avez fait dans Striptease, mais c'est aussi ce qui existe dans des émissions comme Tellement vrai, C'est ma vie, Confession intime, etc., où il y a des différences fondamentales. Et entre autres, dans les différences de fabrication, il y a cette fameuse voix off. Alors, il me semble que dans Striptease, il y a une vraie liberté. Vous laissez les gens s'exprimer, les caméras observent, elles ne disparaissent pas, puisque les gens parlent à la caméra. Là, on a bien vu que la dame parlait terriblement à la caméra. Mais on dirait qu'elles se mettent quand même tout à fait en retrait. Alors que dans les séries que j'évoquais, on prend un personnage atypique, on détermine un angle très particulier et on essaie de donner une dimension spectaculaire. On ne la laisse pas venir, on la donne. Et les titres, souvent, sont très parlants, puisque on a des titres du style « Ils ont tout pour plaire, mais ils sont célibataires ». Ça peut vous intéresser d'ailleurs, ça, Jérôme. Ma fille m'enchancesse, mythomane usurpateur, il s'invente une histoire, je vais épouser Mylène Farmer par exemple. Mon complexe me gâche la vie, j'ai décidé de me battre. Alors, le culte du corps, esprit es-tu là, quand l'obésité change la vie, je veux ressembler à Lady Gaga, je ne vis que pour Freddie Mercury. Bon, ça c'est un peu embêtant parce qu'il n'est plus tout à fait là, mais c'est pas grave, mon homme se prend pour un Skylander ou alors je suis belle et je l'assume. En général, c'est un petit peu une manière quand même de se moquer des gens. Et je trouve que dans Striptease, la manière, l'angle que vous prenez, la manière de tourner, cette absence de commentaires compense le côté qui est quand même un tout petit peu voyeur malgré tout. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de voyeurisme, mais il y en a quand même un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup d'empathie et de tendresse. Alors on sait aujourd'hui que les stars de la télévision, de la télé-réalité, vivent assez mal l'après-télé-réalité. Il y a beaucoup de suicides. Mais est-ce qu'on survit bien à un passage, une diffusion de Striptease ? À ma connaissance, il y a peu de suicides, enfin ça peut encore venir. Non, en général, il faut dire que quand on a commencé, il n'y avait pas de contrat. On allait trouver les gens, on les convainquait que leur vie nous intéressait, on les filmait, on ne leur donnait pas d'argent. Ça change tout. Et on ne leur donnait pas d'argent. Et on les filmait et on prenait le temps aussi. C'est-à-dire qu'on filmait 8 jours, parfois c'était plus, parfois... Les émissions dont vous me parlez, d'abord, elles reposent très fort sur le clash. Et ensuite, pour des raisons économiques, elles sont souvent faites en 2-3 jours. D'où la nécessité de mettre du commentaire pour résumer. Alors pour savoir comment on fait vraiment une bonne émission et un bon film documentaire,